Je suis ravie, même je dirais honorée, d'avoir le privilège d'être avec vous ce matin. Et vraiment, c'est en toute humilité que je vais partager un peu de mon parcours de vie et de mon expérience avec vous tous. Mon nom est Josée Duquet et je suis l'une des directions adjointes au service des ressources éducatives à la commission scolaire Marguerite Bourgeois depuis maintenant un peu plus de 3 ans. Marguerite Bourgeois, c'est une grosse commission scolaire, réellement ancrée dans la diversité montréalaise. Pour vous situer un peu, notre commission scolaire est la deuxième en importance au Québec. Nous accueillons 50 000 élèves, même peut-être un peu plus à l'heure actuelle, qui sont répartis dans 87 établissements, qui sont situés dans 7 arrondissements et 13 municipalités, principalement situées dans l'ouest de l'île. Plus de 60% de nos élèves ont des mères qui sont nées à l'extérieur du Canada et 30% des élèves le sont eux-mêmes. Nos élèves parlent 2 langues, parfois 3 langues, et un élève sur 2 a une langue maternelle autre que le français. Alors, ça vous dresse un peu le portrait de situation. Nous avons des milieux très défavorisés et des milieux où ça va très bien. Donc, on a une grande plateforme culturelle. À mon poste de direction adjointe au service des ressources éducatives, j'ai la responsabilité de plusieurs dossiers, dont celui de l'enseignement préscolaire et primaire, ce qui peut vous expliquer un peu mon grand intérêt pour les services de garde. Aussi, au quotidien, j'accompagne les directions d'école de mon réseau dans l'ensemble des défis qu'elles doivent relever et dans la coordination des services dont elles ont la responsabilité et qui sont destinés aux enfants. Cependant, mettons tout de suite les choses au clair, je ne suis pas la grande spécialiste des services de garde dans ma commission scolaire. Par contre, à travers les différentes fonctions que j'ai exercées tout au long de ma carrière, soit enseignante, directrice d'école, directrice d'un service, et je vais ajouter mère de 3 enfants, utilisatrice de services de garde, il fut un temps. Je me suis toujours grandement intéressée à ce service et j'en reconnais toute l'importance. Tout au long de ma présentation, je me suis amusée à insérer ici et là des citations qui ont de l'importance dans ma carrière, qui ont eu de l'importance dans mon cheminement, qui ont suscité des réflexions. Et la première est celle du psychologue américain Benjamin Bloom. C'est en dehors de l'école que se réalisent 80% des apprentissages de toute une vie. Ça laisse quand même à réfléchir. La première fois que j'ai lu cette phrase-là, j'étais une enseignante super idéaliste et j'ai eu un petit choc. Peut-être qu'à certains moments, je me suis imaginée pouvoir changer le monde et le parcours de mes jeunes, mais bon, c'est vrai que la classe est certes un lieu d'apprentissage extrêmement important, mais c'est bien loin d'être le seul. Lorsque Bloom ici parle de l'école, je pense bien qu'il parle de l'école d'une certaine époque où est-ce que l'école était un lieu d'instruction et de transmission de connaissances. C'est la réforme ici, dans le fond, dans les années 90, qui est venue affirmer que les connaissances ne suffisaient pas. Il fallait aussi se préoccuper de développer des individus compétents, des individus capables d'organiser leurs connaissances et de recourir de manière appropriée à des moyens diversifiés qui incluent non seulement l'ensemble des acquis scolaires, mais aussi les expériences, les habiletés et les attitudes dans plusieurs champs d'intérêt. Des individus capables de se construire une vision du monde, capables de développer un pouvoir d'action. On a alors parlé des domaines généraux de formation, des compétences transversales, on dit maintenant non disciplinaires, et actuellement, ça constitue cela une formidable toile de fond à la construction des apprentissages de la vie dans une perspective beaucoup plus globale. Si Bloom observait les années 2000, 2010, peut-être que son pourcentage serait un petit peu différent parce que je crois bien que l'école a élargi sa mission avec la multitude de services qui favorisent le développement global de nos jeunes.
Revenons un peu à moi. Ce qui est assez incroyable, c'est que le réseau des services de garde en milieu scolaire a un peu plus de 30 ans d'existence. Et moi-même, j'ai un peu plus de 30 années d'expérience dans l'éducation. Je suis donc un témoin privilégié de l'extraordinaire évolution que ce service a connue à travers les ans. Et comme connaître le passé nous aide à construire l'avenir, je vous propose un petit voyage dans le temps. À la fin des années 70, plus précisément en 1979, moi, je terminais mon baccalauréat en éducation à l'Université Laval. La même année où la loi des services de garde à l'enfance reconnaissait aux enfants d'âge scolaire le droit de recevoir un service de garde. À ce moment-là, la création de ce service pour les enfants d'âge scolaire s'inscrivait dans une problématique assez large de conciliation famille-travail. On voulait, entre autres, contrer le phénomène des enfants qui retournaient à la maison avec la clé dans le cou. À cette époque, les commissions scolaires pouvaient offrir ou ne pas offrir ce service, il n'y avait pas d'obligation. Ce qui fait qu'à mon premier contrat, au début des années 80, comme enseignante, dans l'école où je travaillais, il n'y avait pas de service de garde, et que quelques années plus tard seulement, les enfants de ma classe avaient accès à ce service. C'était bien sûr un service en périphérie de l'école, complètement à part, je dirais. Il y avait l'école, il y avait la garderie. Je pense qu'on disait ça. Et moi, comme enseignante, je ne me rappelle pas que j'ai travaillé de concert ou que j'ai eu beaucoup de relations avec les gens du service de garde. À ce moment-là, on ne parlait pas d'un mandat d'éducation, on parlait juste d'un mandat de garde. Et les gens qui y travaillaient pouvaient être aussi bien bénévoles que rémunérés. Donc, le personnel n'était pas nécessairement homogène. Ce que je me souviens, c'est qu'au tout début, un ou deux des enfants de ma classe fréquentaient le service de garde. Et quelques années plus tard, c'était la moitié de mes élèves qui étaient inscrits. Tous les écrits le confirment, le développement des années 80 a été très rapide, mais chaotique, parce que l'implantation était difficile. En 10 ans au Québec, on est passé de 5 103 enfants inscrits à 46 719. Les années 90 ont offert une conjoncture politique très, très favorable. Ça a bougé dans ces années-là. La tenue des États généraux, la nouvelle politique familiale, la loi sur l'instruction publique, la réforme de l'éducation et l'adoption d'un règlement sur les services de garde en milieu scolaire. C'est effectivement en 1998 qu'on réglementait pour la première fois la garde scolaire en venant préciser les objectifs et les modalités de ce service. Moi, comme enseignante, je prenais de plus en plus conscience que ce service existait et à quel point il était devenu essentiel autant pour moi, dans ma vie personnelle, parce que mes enfants fréquentaient le service de garde, et on le sait, hein, enfants heureux, parents heureux, donc personne qui travaille heureuse, mais aussi dans mon école, pour les parents et les enfants, ce service-là était important. L'intégration d'une élève handicapée dans ma classe m'avait incité, dans ces années-là, à avoir une collaboration très étroite avec une éducatrice. Comme l'enfant trisomique avait des besoins aussi bien dans ma classe qu'au service de garde, l'éducatrice et moi avions partagé des informations et nos forces respectives pour optimiser l'impact de nos interventions et travailler ensemble à créer des conditions d'enseignement-apprentissage les plus favorables. Une expérience qui allait contribuer à façonner ma vision des services de garde. En juin 1997, je devenais directrice d'école, avec un très gros service à gérer, plus de 400 élèves réguliers, dans une école de 525. Un gros défi. Gérer un service de garde pour une direction nouvellement en poste, c'est gérer un dossier parmi des dizaines d'autres dossiers. Trop souvent, on va le placer peut-être sous la pile, parce qu'il y a quelqu'un qui est là, une responsable, comme on le disait à l'époque, ou une technicienne, comme on en parle aujourd'hui, une personne fiable, un bras droit, un bras gauche même, ensemble. Elle est là, elle s'en occupe, mais ce n'est pas une bonne idée de mettre ce dossier sous la pile. Et ça, moi, je l'ai appris et je vous le confirme aujourd'hui. Einstein nous dit que bien des choses que l'on peut compter ne comptent pas,
et que bien des choses que l'on ne peut pas compter comptent vraiment, je considère que la gestion de notre service de garde comme direction d'école, ça compte vraiment. Effectivement, je me suis rendu compte que j'avais tout intérêt à m'impliquer à fond dans la gestion de mon service de garde. J'avais intérêt à accompagner mon équipe et à créer de la cohésion. Je me rappelle encore, comme si c'était hier, d'une mère qui vient visiter l'école lors de portes ouvertes et qui me dit « Ah, j'ai beaucoup aimé ma visite, votre école est bien, votre projet éducatif m'intéresse beaucoup, les classes sont belles, les enseignants semblent compétents, mais j'ai visité votre service de garde, puis pas sûr. Je pense pas que je vais l'inscrire ici parce que, je sais pas, là, les locaux dans le sol, j'ai pas aimé ça, les activités n'ont pas l'air si intéressantes que ça. Bref, je pense pas qu'il viendra ici. » OK. Wow! Ça valait la peine de réfléchir sérieusement à cette affirmation de cette maman. C'était peut-être une perception, mais tout de même. J'étais surprise, puis en même temps, je prenais de plus en plus conscience que pour un enfant, le nombre d'heures de fréquentation d'un service de garde scolaire est équivalent au nombre d'heures passées en classe. Et que pour les parents, ce service était important, voire même, je pense bien, prioritaire, et qu'ils étaient en droit d'avoir des attentes élevées. En fait, les enfants de ce milieu-là fréquentaient l'école en tout et partout, et quand je dis école, classe, service de garde, au minimum 50 heures par semaine. C'est quand même quelque chose, non? Quand on fait 50 heures par semaine, on fait quand même des bonnes semaines, n'est-ce pas, comme adulte? J'ai donc pris le temps de connaître les différentes composantes essentielles à la gestion efficace d'un service de garde, sur le plan des ressources financières, bien sûr, parce que le budget est très important et qui doit être suivi de très près, mais aussi sur le plan de mes ressources humaines, parce que le personnel de service de garde a bien plus de liens directs avec les parents, en tout cas souvent, que les enseignants, puis même nous, les directions. Donc, ce qui est véhiculé par le service de garde, ça doit correspondre à ce qu'on veut dans toute notre école. Le message doit être cohérent et bon. Donc, plusieurs aspects à ce moment-là, pour moi, devaient être travaillés, de la sécurité des lieux à l'encadrement, de la formation du personnel aux activités proposées, et j'en passe. Les années 2000 apporteront un développement encore très rapide des services de garde au Québec, mais aussi de grandes inquiétudes quant à la qualité des services offerts, et c'est des inquiétudes que je partageais, moi, à ce moment-là. Il ne faut pas oublier qu'en 1997-98, on dénombrait 933 services de garde, alors qu'en 2004-2005, on en comptait 1613. Quant au personnel, le nombre d'éducatrices et d'éducateurs et de responsables de services de garde en milieu scolaire était passé de 4 812 au 30 septembre 1997 à 12 877 au 30 septembre 2005. Un accroissement peu ordinaire. Plusieurs rapports seront déposés, on en a déjà fait mention, dans cette décennie-là, 2 rapports du vérificateur général, un avis du Conseil supérieur de l'éducation. Rapport et avis feront l'adéquation entre la réalité des services de garde et les attentes élevées, inspirées des grands encadrements ministériels. On tracera un portrait de la réalité et on mettra en lumière des problématiques bien réelles observées dans les milieux de garde scolaire. Ce portrait nécessitera une mobilisation de plusieurs acteurs afin d'agir pour augmenter la qualité des services offerts. Dans ma commission scolaire, comme dans les vôtres, j'imagine, on va prendre ces rapports-là très, très au sérieux. Ils vont être décortiqués point par point et plusieurs actions très concrètes seront mises de l'avant pour élaborer et soutenir localement une démarche d'amélioration continue de la qualité. Mon grand intérêt pour le dossier des services de garde m'amènera à m'impliquer dans un comité de direction d'école, un comité conseil, une bonne dizaine d'années. Ce comité, piloté par notre coordonnatrice, à ma droite, Mme Carmen Lemire, qui est en fait la grande spécialiste des services de garde à Marguerite Bourgeois, nous permettra de développer une meilleure compréhension de nos rôles et responsabilités et nous amènera à poser des gestes concrets, dont celui d'engager 2 conseillères pédagogiques extraordinaires, soit dit en passant,
et une agente d'administration qui seront complètement dédiées à nos écoles et au soutien de notre personnel. Si on peut affirmer avoir amélioré la qualité de nos services de garde à Marguerite-Bourgeoys, c'est en partie à cause de cette mesure. C'est vrai qu'on a eu aussi beaucoup de chance que ce dossier soit piloté par une seule et même personne, Carmen, sur une très longue période et qu'elle y investisse tant passion, énergie, une autre condition qui aura été gagnante et aura contribué à mettre en place un plan d'action efficace et efficient. Là, je dois vous dire que Carmen, depuis que je la connais, est toujours là. Une petite voix intérieure qui vibre et qui nous rappelle sans cesse « Avez-vous pensé au service de garde? » Et on est toujours mieux d'y répondre oui. Sinon, on va revenir à la charge. Et ça, c'est hyper important pour nous, vous allez le comprendre. En 2006, au moment où le Conseil supérieur de l'éducation identifiait les 5 défis à relever et les 6 leviers pour y parvenir, je suis en poste dans une autre école primaire en milieu défavorisé et pluriethnique, où je travaille très, très fort à développer une vision collective et interdépendante des différents acteurs et services de mon école dans un objectif de cohérence organisationnelle. Il faut dire là, que je suis dans une école communautaire où de nombreux services, en plus du service de garde, se côtoient 6 jours par semaine, 3 soirs après les heures de classe, et des services sont rendus aux parents, aux élèves et à toute la communauté. La citation suivante sera alors très significative pour moi et mon équipe. Quand l'esprit de la communauté s'installe dans l'école, il la transforme. La collectivité devient plus importante que les individus. L'école n'appartient ni au directeur, ni à un groupe en particulier. Elle est le lien de la responsabilité partagée. Je reviens donc au concept de cohérence organisationnelle. En langage très clair, ça veut dire quoi? Asseoir les gens ensemble, pour qu'ils réalisent l'importance de travailler en continuité, pour favoriser le développement intégral des élèves qui nous sont confiés, unir nos forces pour répondre aux besoins des élèves et développer une conception plus unifiée et plus large de l'apprentissage. Le personnel du service de garde possède une expertise intéressante au regard du développement social des enfants et il entretient des liens privilégiés avec les parents. Les enseignants, quant à eux, ont une expertise en matière d'objectifs éducatifs, d'évaluation et d'atteinte de résultats. Peut-on avoir une influence mutuelle favorable pour le bien des enfants? Pour y parvenir, c'est certain qu'il y a des conditions à mettre en place. Au départ, le gestionnaire doit avoir une vision claire, annoncée et connue de tous. Quand on parle de vision, on parle de quoi exactement? Myriam Lesaget définit la vision d'une très belle façon dans un livre qui s'intitule « Le manager intuitif ». La vision est un grand élan de l'émotion qui rehausse le sens du travail en commun et redonne la dignité nécessaire à une réelle implication des personnes. Une vision doit être partagée par le plus grand nombre. Créer une vision, c'est s'efforcer de voir à travers ce que l'on fait, pourquoi on le fait et où on veut que cela nous mène. La vision doit partir de la réalité et s'ancrer en elle. Une fois la vision annoncée et transmise, comme direction d'école, on ne s'en sort pas, il faut s'impliquer. S'impliquer dans tous les aspects de la gestion de notre service de garde. Gestion des ressources financières, gestion des ressources matérielles, gestion des ressources humaines. Être présente auprès du personnel du service de garde de la même façon que nous sommes présents auprès de nos enseignants. Il faut être à l'écoute et superviser. Superviser, on le sait, c'est complexe et simple à la fois. C'est d'abord et avant tout influencer par une multitude de gestes et de connaissances la qualité du travail qui s'accomplit dans notre école, favorisant la mise en place de pratiques et d'habitudes saines de régulation. Alors, quelles sont ces habitudes? Le partage, les échanges, la rétroaction,
le questionnement, les interventions qui, en bout de ligne, vont garantir la qualité. Il faut planifier du temps de rencontre, assister à ces rencontres-là avec les gens de notre service de garde, faire le point régulièrement avec notre technicienne. Régulièrement, là, ça peut être quotidiennement, comme au moins une fois par semaine, avoir une rencontre privilégiée, pas juste dans le cadre de porte. Il faut se parler, il faut être à la même longueur d'onde, il faut véhiculer le même message. Ça, c'est hyper important. Il faut être au courant du programme d'activité, il faut influencer pour qu'il y en ait un, puis qu'il soit varié. Bon, bref, il faut voir, sentir, prendre le pouls, marcher son école. Puis marcher son école, ça c'est l'école. On n'est plus service de garde, école. On est comme école, service de garde dans l'école. Donc marcher son école, ça veut dire visiter les classes, le service de garde, les corridors, l'ensemble de l'école. S'assurer que le service de garde soit vraiment intégré à l'école. Amener les éducateurs et les techniciennes à reconnaître le rôle important qu'ils peuvent exercer au sein de l'école et faciliter leur implication dans les différents comités afin que leur contribution soit réelle. C'est quoi les comités possibles? Il y en a une multitude. Comité code de vie, comité culturel, comité pour la réalisation et la mise en œuvre du projet éducatif, du plan de réussite, comité pour contrer la lutte, le fameux plan d'action, la lutte pour contrer l'intimidation et la violence, le comité EHDA, le comité social, et j'en passe, là, la créativité est à sa place dans ça. Mais leur présence sur ces comités-là fait une différence incroyable dans la dynamique de l'école. Je pense aussi aux rencontres collectives. C'est important que les gens du service de garde soient là. Moi, le jour où on a commencé à installer des gens du service de garde, on a commencé aussi à éviter l'espèce de mauvaise position dans laquelle je me trouvais parfois. Quand j'étais dans mon équipe enseignante, on me parlait de ce qui n'allait pas au service de garde. Je changeais de place, on me parlait de ce qui n'allait pas avec des enseignants qui n'étaient pas à leur place pour la surveillance. Bon, bref, vous connaissez tout ça. Le jour où ils s'assoient ensemble, c'est très agréable de voir à quel point tout ça change. On se parle, mais on se parle différemment. Et puis, on se garde parfois une petite gêne pour certaines choses. Et là, ça commence à être de la vraie concertation. Donc, il faut amener aussi, bien sûr, nos enseignants, nos professionnels et tous les acteurs à connaître et reconnaître la merveilleuse contribution du personnel du service de garde. Tout ça va resserrer les liens. Il faut aussi avoir des attentes très élevées au regard de la visée éducative. Amener le personnel du service de garde à actualiser cette fonction-là, éducative complémentaire, dans leur pratique. Favoriser l'accès à la formation continue, c'est tellement important pour outiller mieux et davantage, pour que nos gens de service de garde se sentent solides et capables de participer à toute la vie de l'école. Permettre à nos éducateurs et nos techniciens de développer des compétences professionnelles qui favorisent de meilleures interventions. Bref, être un leader qui se préoccupe continuellement de la qualité des services offerts sur tous les plans pour mieux répondre aux besoins des enfants. Donc, sur la diapo que vous voyez maintenant, c'est ce que je considère être le plus important pour diriger un établissement. Donc, l'implication, l'écoute, la présence, la vision et le reste. Les années 2010 continuent de mettre de l'avant la qualité, la rigueur et l'engagement. On parle encore de vision intégrative, de dimension éducative, de formation continue et de qualification du personnel, parce que ces éléments sont, selon moi, les clés de la réussite. Il y a encore du travail à faire, c'est certain. On a fait des grands pas et on va continuer d'en faire. Un rassemblement comme celui d'aujourd'hui est un exemple de cela. Comme directrice adjointe maintenant des ressources éducatives, mon rôle consiste à intégrer le service de garde dans chacun des dossiers que je traite, si cela est pertinent de le faire. Si je travaille au classement d'un élève HDAA, je vais me demander, est-ce que cet enfant fréquente le service de garde?
Observe-t-on les mêmes difficultés? Il y a des chances. De quel soutien particulier aurait-il besoin? Si je travaille à élaborer un cadre de référence en psychoéducation, comme je viens tout juste de faire, je vais m'assurer de parler du service de garde comme d'un lieu d'intervention possible pour mes professionnels. Si je prépare une formation pour les élèves du préscolaire ayant des comportements difficiles, je vais m'assurer d'inviter les intervenants des services de garde à participer à la formation avec les enseignantes. Parce que l'enfant qui se désorganise dans la classe peut peut-être aussi se désorganiser au service de garde. Peut-être. Peut-être que oui, peut-être que non. Si je travaille à élaborer un outil de référence pour le préscolaire 4 ans, bien là, on va parler de concomitance, on va parler de cohérence éducative et on va asseoir encore une fois nos gens ensemble. Bref, je pourrais donner plein d'autres exemples. J'ai beaucoup de chance, moi, comme je vous disais, j'ai des petites voix qui m'entourent, soit les conseillères pédagogiques, Carmen, et elles n'en laissent pas passer. Elles nous obligent à être préoccupés par le service de garde, et ça, moi, je l'apprécie. Plus nous aurons le réflexe de questionner la place de nos services de garde dans chacun des dossiers que nous traitons, plus nos actions seront efficientes dans nos organisations. Finalement, ce qui m'inspire beaucoup, c'est la citation avec laquelle je terminerai. « Éduquer, c'est rencontrer l'enfant là où il est et l'amener là où il peut aller. Et là où il peut aller, même si on était des centaines et des centaines à travailler à l'amener là, on serait juste un bon nombre. Donc, on n'est jamais trop pour participer à l'éducation et il faut vraiment se serrer les mains pour travailler de concert et ensemble. Là-dessus, je vous souhaite une belle journée, le reste de la journée formidable et de bons échanges, de bons partages et une bonne continuation à vous tous. Merci beaucoup.